Bonsoir, chers amis de Idumet TV. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Je suis dans la joie d'avoir accueilli un autre membre dans notre famille qui s'appelle Mitterrand Mitéou. Alors, Mitterrand Mitéou, soyez le bienvenu parmi nous. Parmi nous, la famille dont Charlotte Kingala Kialumbashi, Mitterrand Mitéou Kialumbashi, Ruth Makiese, Deborah K, Max Kabangu Alumbashi, Dorcas Mansen Alumbashi et tant d'autres. Il y en a un que j'ai perdu, qui était en Angola, lui. Un jour, j'ai fait un live la nuit, c'était à peu près 2 heures du matin en Amérique du Nord, et la personne était avec moi toute la nuit, commentait, et il a disparu. Il était à Luanda. Luanda, c'est la capitale de l'Angola, certainement, vous le savez. Alors, j'ai la joie de vous annoncer, si vous ne l'avez pas remarqué, nous sommes rendus 200 membres de cette famille. Je suis heureux de vous avoir avec nous. Et continuez à écouter et commenter comme bon vous semble. Il n'y a pas de restriction. Pourvu qu'on reste polis les uns envers les autres, on peut faire même la critique la plus négative, sans insulter, sans diminuer. Et pourtant, on critique pareil. Mais une critique constructive est la meilleure des choses qui puissent arriver à toute personne qui fait ce genre de choses. Moi, je ne suis pas journaliste. Et je ne suis même pas un blogueur. Je suis un soldat. Et les soldats ne savent pas parler du tout. Ils savent exécuter les ordres. Alors, quand nous commençons à parler, c'est parce qu'il y a une cause noble qui nous tient à cœur. C'est la même cause qui vous tient, vous, à cœur aussi. C'est pour cela que vous êtes là. C'est pour cela que vous venez écouter mes commentaires et que vous partagez les vôtres aussi avec moi. Je vous en suis très reconnaissant. Merci. Nous entrons dans une phase extrêmement dangereuse parce que les Occidentaux croyaient que le bon vieux Vlad Poutine allait perdre des élections. À leur grande surprise, qui n'était pas la nôtre, parce que nous connaissons le peuple russe. Le peuple russe est comme le peuple congolais. Entre nous Congolais, de père et de mère, nous nous entremangeons entre nous. Nous nous mangeons la laine sur le dos, tout le temps. Kasi soki osimbi na mabele na biso. Soki oatake moto oyo biso toza kozwa lokola yende aza kobundela biso. Tokolia yo mobeso. Pi tokosangana liboke moko. Poto bunda. Kobunda pona mboka na biso. Et le peuple russe n'est pas le peuple le plus... Ils n'ont pas cette cohésion de chaque jour jusqu'à ce que tu touches à leur mère patrie. Si tu touches à leur mère patrie, alors tous les Russes se mettent ensemble et autour de leur leader et ils avancent vers vous et vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Si vous regardez l'histoire de la Russie et toutes les guerres que la Russie a menées et que la Russie a gagnées, quelles que soient les pertes qu'ils endurent, ils gagnent toujours la guerre. Et ce peuple-là a subi toutes les attaques qui soient dans leur histoire. Ça les a endurcis. Ça fait grandir leur patriotisme. Au point où Osimbi Nkulu na bango, Osimbi bango. Et c'est la même chose que le peuple congolais a prouvé aux Occidentaux quand ils se sont attaqués à Fachi. Parce que le peuple congolais est convaincu
jusqu'à preuve du contraire, et cette preuve du contraire tarde à venir, que Fathi est le seul leader depuis la nuit des temps qui se bat bec et ongle pour ses concitoyens. Il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Donc, ne vous attendez pas à ce que tout ce que Fathi va faire aille au point. Ne connaisse pas des ratés. On ne doit pas s'attendre à ça. Un leader va faire mieux quand il est bien entouré. Mais Fathi n'était pas bien entouré dans sa première mandature. On peut lui imputer cette faute parce que c'est lui qui fait le casting, c'est lui le boss. Mais les circonstances étaient tellement difficiles. Quand il n'avait pas la majorité parlementaire, donc il ne pouvait pas choisir le gouvernement, il a bûché comme un malade, il a souffert. Et le peuple congolais a vu ça. Le peuple a dit, plus jamais cette affaire, on lui donne la majorité parlementaire et on le regarde travailler. Nous sommes avec lui. 73,4%. Le vieux Vlad a fait 88%. Les Occidentaux ont eu la chienne. Ont eu non seulement la peur, mais aussi une colère rouge qui les ronge. Mais ils sont maintenant des chihuahuas qui aboient. Et les bergers allemands passent, sans peur, sans fléchir. Pourquoi la France s'agite comme ça? Pourquoi les pays occidentaux s'agitent comme ça? C'est parce que leur projet, que nous pouvons appeler projet Ukraine, bat de l'aile. Le projet Ukraine a mangé de la poussière. Ils étaient sûrs qu'ils avaient bien fait leur coup et que ça allait réussir. Permettez-moi, je vous reviens une seconde s'il vous plaît. Et voilà, je suis là. Ma technologie a failli. Nesta, il faut que ça réussisse, sinon bon, c'est ganga po. Bokoye ba ke studio nanga eza manœuvre et tout. Ah bah kalamingi te na ozala vrai studio hein. Bon c'est kanga te. Kalamingi te na ozala vrai studio. Wana na kolakisaka bino yango et na ko inaugurer yango. Boko kama. Vous voyez, moi je ne suis pas capable de vous balancer des images ou quoi que ce soit pendant que je suis en train de vous parler parce que je suis encore mon studio est encore sans domicile fixe, SDF. Ok, homeless. Mais ça va arrêter dans quelques 3 mois, maximum 4 mois. J'aurai studio tout mignon et vous allez aimer ça. Je vais vous balancer des choses, je vais commenter l'actualité internationale en vous montrant des images, tout ça. On va toujours mettre notre thématique sur ce qui est de la politique de chez nous, parce que c'est ce qui nous importe le plus, mais nous parlerons du monde. Et vous allez aimer ça. Et je vais tout le temps vous balancer tout ce que je vous dis en pleine face, et vous allez voir ça. Si je parle de quelque chose, je vous balance ça. Mais pour le moment, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas encore avancé comme mes confrères qui font ça depuis quelques années, qui sont très bien avancés et qui savent le faire mieux que moi. Moi, je suis un nourrisson dans cette affaire. Alors, bear with me. Soyez patient avec moi. Alors, quand le projet Ukraine a commencé, c'était tellement bien fignolé, c'était vraiment à point. Préparé depuis des années, depuis plusieurs décennies. Depuis plusieurs décennies, les Occidentaux prévoyaient qu'un jour, ils vont attaquer la Russie. Mais ils ont eu une chance en or en 2014 quand ils ont renversé le gouvernement du président Dumont
élu, légalement élu de l'Ukraine, ils l'ont renversé et ils ont tout de suite mis quelqu'un qu'ils ont choisi comme ça, qui devait leur faire leur affaire. Alors, quand ils ont renversé ce président-là, ils se sont tous déversés sur le sol ukrainien avec toutes leurs armes de pointe, avec tous leurs meilleurs instructeurs. Ils ont formé près de 1 million d'Ukrainiens, plus leurs propres hommes et femmes de combat. Et ils étaient prêts. Ils ont commencé à bombarder les régions de Donbass, là où il y avait la majorité russophone, parce que ce sont des Russes. On ne peut pas juste dire qu'ils sont russophones, ils sont russes, ce sont des Russes, mais qui se sont retrouvés sur le sol ukrainien quand l'Ukraine se sépare de l'URSS. Quand l'URSS implose, alors ces Russes-là se sont retrouvés en Ukraine, comme d'autres Russes se retrouvent en Latvie, ils se retrouvent en Kyrgyzstan, des Russes sont partout. Toutes les républiques de l'ancienne URSS contiennent des Russes. Et ces Russes, curieusement, se retrouvent étrangers dans ces pays-là. Alors, quand ils ont commencé à bombarder ces Russes, la Russie est allée chercher à négocier afin qu'on puisse quand même leur donner un répit. Et ces gens-là, étant rejetés par le reste des Ukrainiens, ils voulaient avoir une autonomie. Pas une indépendance, plutôt une autonomie. Donc, ils vont avoir la chance d'utiliser leur langue, qui est la langue russe. Ils ont des églises méthodistes traditionnelles, pas méthodistes, mais orthodoxes traditionnelles russes, mais on ne leur a rien donné. C'est ainsi que les accords de Minsk sont arrivés. C'est-à-dire qu'ils sont allés à Minsk pour aller parler. Donc, il y avait deux provinces qui voulaient se séparer de l'Ukraine, donc le Donbass et l'autre. Il m'échappe tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Alors, ces deux-là voulaient une autonomie. Alors, les pourparlers ont été entamés et ça s'est passé à Minsk, d'où les accords de Minsk, qu'il fallait maintenant mettre en pratique et renforcer. Les co-signataires étaient les Français, les Allemands, les Ukrainiens et les Ukrainiens de Donbass et de l'autre province. Si ça me revient à l'esprit, je vais vous le dire tout de suite. Vous pouvez me le dire dans vos commentaires, je l'ai oublié. La Russie était pays observateur, n'était même pas co-signataire, observateur. Mais ils ont dribblé la Russie parce que eux savaient ce qu'ils allaient faire, c'est d'attaquer la Russie. Donc, ils vont marcher sur le Donbass et l'autre province et attaquer la Russie. La Russie n'était pas prête, vraiment n'était pas prête. Ils le savaient. Et surtout que après le Covid, l'économie russe battait beaucoup d'ailes. Ils se sont dit, ils n'ont plus l'armée. D'ailleurs, l'effectif coupé de moitié, parce qu'il fallait trouver un moyen de rentabiliser les moyens militaires. Et avec l'armée de plus d'1 million qu'ils avaient avant, ils ne pouvaient pas. C'est que Vlad a coupé son armée jusqu'à avoir quelque chose comme 500 000 hommes. Et les 500 000 hommes ne s'entraînaient pas régulièrement. Alors, Vlad voit, parce qu'il a aussi des services secrets qui infiltrent l'Ukraine, ils viennent et disent à Vlad, vieux et bébé Libisso, ces gens-là sont prêts à nous attaquer. Il y a près d'1 million et même plus de soldats très bien entraînés, très bien équipés. Et toutes les armées de l'OTAN sont là. Et la manière qu'ils se positionnent,
ça montre qu'ils sont prêts à nous attaquer. Parce que c'est la position que vous allez prendre qui peut montrer comment vous vous placez. On saura que vous êtes prêts à lancer une offensive. Wana vie Vlada Bengisi batuna boya banakuya bote pale ma réunion banaanza kufanya maentraînement rapido presto make ile période ya Covid. Kama mnaangalia période ya Covid, tout était fermé, mais les armées de l'OTAN s'entraînaient, se déplaçaient, allaient partout. Ils voulaient profiter du Covid pendant que tout est fermé, endormir le reste du monde pendant qu'eux se préparent à la guerre. Les Russes l'ont su. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi, quand il y a eu le fameux Covid, qui n'est qu'un virus de grippe parmi tant d'autres, que pendant le Covid, il n'y a pas un seul pays qui a eu le monopole du vaccin. Les Américains ont fait leur vaccin, les Russes ont fait le leur, les Chinois ont fait le leur, et les Indiens le leur. Vous ne vous demandez pas? Par contre, les pays qui sont en vassaux, donc tous les pays du G7 et accessoires, eux n'avaient pas droit de faire leur vaccin. Ils devaient prendre le vaccin américain. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce vaccin-là? Mais si tu avais ce mapa, n'est-ce que pas ma problème? Moi, mon avis, parce que j'ai suivi l'actualité congolaise pendant le Covid, j'ai trouvé que le peuple congolais était à la une de l'actualité. Vous saviez exactement ce qu'il en était. Mais pourquoi? Parce qu'avant, c'était que quand on a fait une épidémie ou une maladie quelconque, c'est souvent les grandes pharmaceutiques américaines, parce que ce sont des gigantesques pharmaceutiques, qui vont faire le vaccin et les autres vont attendre les 5 ans. Parce que quand tu inventes quelque chose, tu es propriétaire de l'invention pendant 5 ans, où personne d'autre ne peut faire la copie. Et après 5 ans, maintenant, on peut fabriquer des génériques. Donc n'importe qui, quand je dis n'importe qui, donc n'importe quel corps de cette branche scientifique peut faire une générique de ça. Mais pourquoi tout d'un coup, tout le monde fait son vaccin? Les Russes font le leur, les Chinois font le leur, les Indiens font le leur. Pourquoi? C'est parce qu'ils savaient que ce n'était pas un vaccin du tout que les Américains voulaient inoculer à tout le monde. Alors, ce coup-là venait de rater. Les Américains ont trouvé que ce coup avait raté. Les Américains ont refusé que le vaccin russe, chinois et indien viennent sur leur territoire. Quand ils parlent de leur territoire, c'est l'Europe aussi. Parce que l'Union européenne n'est qu'une branche politique des États-Unis. C'est vraiment le prolongement, si vous voulez, vous pouvez appeler ça le prolongement des affaires étrangères des États-Unis, l'Union européenne. Et tous ceux qui sont à l'Union européenne sont choisis à la volée par les Américains. Et tous doivent avoir la nationalité, la citoyenneté américaine, donc tous portent une deuxième citoyenneté qui est la citoyenneté américaine. Et ce sont les Américains qui les mettent là-bas. Je passe. Quand l'offensive russe est déclarée par le Kremlin, en contre-attaque, parce que les forces de l'OTAN qui étaient en Ukraine avaient déjà commencé l'avancée au combat. Ils avaient déjà commencé à pilonner le Donbass. Ils avançaient déjà pour passer, aller prendre la Crimée, qui est un territoire russe, et avancer pour maintenant aller prendre le Belgorod, toutes ces grosses provinces-là russes qui sont
en frontière avec l'Ukraine. Donc, Crimée, Donbass, Belgorod. Les Russes se jettent dans l'arène. Et les Russes ont eu une volée. On leur a donné un nez saignant au début. Parce qu'ils n'étaient pas prêts pour une guerre de cette envergure. Ça n'a pas pris longtemps. Même si les soldats n'étaient pas prêts, mais les armes étaient là. Ils avaient les armes de pointe, que les Occidentaux ne savaient même pas que ça existait. Et s'ils savaient que ça existait, ils croyaient par chauvinisme et par, je ne sais pas, vantardise et tout ce que vous pouvez imaginer parce qu'ils se croyaient supérieurs. Et ils se croient supérieurs aux Russes, que les Russes sont des sous-hommes. C'est vrai, hein? Les Occidentaux pensent que les Russes sont des sous-hommes. Et je peux vous le dire parce que j'ai été soldat de l'OTAN. Dans les scénarios de guerre que nous montions, quand on désignait deux équipes, donc les bons gars, c'était nous, et les mauvais, c'était toujours les Russes. On leur donnait des noms bizarres, les tartans. On leur donnait des noms, vraiment, mais quand ils vont décrire ce que l'ennemi, le méchant va faire, tout de suite je comprenais qu'on parlait des Russes. Alors ils attaquent la Russie et la Russie contre-attaque, mais tout se passe sur le sol ukrainien cette fois. Parce que Vladimir avait déjà proclamé avant, il a dit que toutes les guerres que la Russie a subies se sont passées sur le sol russe. Et que désormais, il n'en sera plus jamais comme ça. Les guerres que les Russes vont subir se passeront sur les territoires des agresseurs. Et voilà pourquoi la Russie a franchi les frontières avec l'Ukraine pour aller sur le sol ukrainien. C'est pour ça qu'ils disent que la Russie a agressé, mais la Russie a contre-attaqué. Ce n'était pas une agression, c'était une contre-agression. Bitumbe bandi, bango bazaki sûr que bazana dernier d'un Cuba. Donc ba Russe bakolia fimbo. Ba Russe pe baliaki fimbo. Les 2 premières semaines ont été dévastatrices pour les Russes. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup. Près de 1000 soldats. Les 2 premières semaines. Parce que les Russes avaient avancé jusqu'aux périphéries de la capitale d'Ukraine, qui s'appelle Kiev. Arrivés là-bas, et puis les Ukrainiens disent, nous allons négocier, la guerre va arrêter. Les Russes arrêtent, et les négociations vont bon train. Alors, les Ukrainiens demandent aux Russes, montrez-nous quand même votre bonne foi. Vous êtes dans notre capitale, retirez-vous. Quand les Russes se retirent, le Premier ministre anglais, Boris, il vient. Il s'appelle Boris, hein, en ce temps-là. C'est un Anglais. Le Premier ministre anglais, il vient à Kiev. Il dit au président ukrainien, il lui dit, ne rends pas les armes, ne négocie pas, nous te donnons tout, et l'argent, et les armes, et les combattants. Comme s'il n'en avait pas. Seulement, ils étaient en uniforme ukrainien. Ils vont lui donner d'autres combattants qui arriveront de toutes parts. C'est ainsi que le président Zelensky de l'Ukraine va refuser la négociation. Quand il refuse la négociation, le pauvre soldat russe qui était en train de bouger et donc se retirer des villes de Kiev, vous savez, quand vous êtes en mouvement, et surtout si vous êtes en train de vous retirer, donc vous êtes en train de battre en retraite, vous êtes vulnérable parce que vous n'êtes pas en position de combat, en position de tir. Et on les a massacrés. Vous avez vu les images, non? On les a tués comme des petites mouches. Et on mettait tout ça sur Internet, sur YouTube. Les Russes ont encaissé le coup. Ils ont reculé. Ils ont reculé jusque dans le Donbass, plus loin même, jusque à leur frontière à eux.
Ils se sont arrêtés là. Ils ont commencé à construire des lignes défensives et ils ont seulement fait la défensive pendant plus d'1 an. Et c'est à ce moment-là que vous entendiez, oh, les Russes sont ceci, cela, ils ne savent pas se battre, ce sont des moumounes, ce sont des femmes en uniforme, on vous l'avait dit, ils ne savent pas se battre, d'ailleurs, ils n'ont même pas d'armes, ils sont en train d'utiliser les bêches, hein, pour se battre. Biso ba soldat tozala ma ba bêche mike oto tumulango mabulu na biso pour trancher, qu'ils utilisent des bêches. Pourquoi ils ont parlé de ça? Parce que les Russes, dans leurs entraînements, ils apprennent aussi comment utiliser les bêches comme armes de combat. Donc, ce qu'a lancé Ango et Koki Okatayo Mutu, en fait, toutes les forces spéciales de tout le monde entier apprennent à utiliser des armes non conventionnelles. Mais les Russes sont bons dans ça. Alors, ils ont pris ça pour dénigrer les Russes. Et pourtant, il n'en était rien. Il n'en était rien. Oh, les Russes sont en train de se battre avec une arme pour 3 soldats. Donc, c'était incroyable. Mais comme ils avaient déjà muselé et fermé tous les médias russes ou qui étaient pro-russes en Occident, ils avaient déjà tout fermé. Ce que la propagande qu'on entendait 24 sur 24, c'était la propagande qui était déversée sur les oreilles de tout le monde par les médias pro-occidentaux. Et c'était incroyable. Dieu merci, Internet est là. Les médias qui étaient chassés et muselés se sont ouverts de petites plateformes sur Internet et on pouvait aller écouter, voir la réalité. Et la réalité était telle que, oui, les Russes étaient en train de se faire écraser un peu, mais ils tenaient bon. Ils tenaient bon, que leur ligne de défense était infranchissable. Et que les Ukrainiens, parce qu'eux, ils veulent franchir ces lignes de défense, se faisaient tuer. De la même manière que les Rwandais se font tuer quand ils veulent franchir les lignes défensives des FARDC. Les FARDC ne sont pas à l'attaque, ils sont à la défensive, mais ils attendent les Rwandais. Les Rwandais avancent, ils viennent pour attaquer, et ils se font massacrer, ainsi de suite. D'autres vagues de soldats rwandais viennent, ils se font massacrer, ainsi de suite. Bon, bref, c'était comme cela, et cette vidéo, on en est à 27 minutes, je vais couper pour continuer l'histoire, parce que Mati Mapeta m'a dit de faire des courtes vidéos. Ok, à tout à l'heure.